21 mars 2018, est-ce que vous vous souvenez ce que vous faisiez ce jour-là? Alors moi je m'en souviens parce qu'à ce moment-là j'accompagnais un de mes enfants à un rendez-vous médical, un rendez-vous de seconde avis à Paris. Et la médecin que j'ai en face de moi m'annonce que mon enfant a un cancer. Alors à ce moment-là je ressens ce que 2500 familles ressentent chaque année en France, c'est-à-dire un moment violent, traumatisant, chargé de peur, parce qu'il y en a 1 sur 5 qui ne s'en sortent pas. Alors heureusement pour nous, cet enfant il s'en sort de ce cancer. Mais ce n'est pas le cas de tous. Chaque année, il y en a 500 qui s'envolent. 500, c'est quoi? C'est l'équivalent de 20 classes d'école. Pendant que j'accompagne mon enfant dans son parcours de soins, je me fais la promesse d'agir pour la cause lorsque la tempête serait derrière nous. Mais assez vite, j'ai besoin d'un refuge pour tenir le coup. Alors réfléchir à la façon dont j'allais tenir ma promesse allait en devenir ma bouée de ces moments difficiles. Peu à peu, les contours du projet se dessinent. Ce sera ni un engagement politique, ni un positionnement de lanceur d'alerte. Ce sera quelque chose où je peux capitaliser sur ce que je suis, un ingénieur qui va passer beaucoup d'innovations technologiques, avec une expérience de management et un réseau. Alors concrètement, ce sera de créer une association à but non lucratif, avec 2 objectifs. Le premier, c'est le confort du patient. On va l'aider à tenir le coup, on va aller le voir régulièrement, avec des ateliers, avec des objets, des technologies high-tech qu'il n'a pas l'habitude de voir. Et le deuxième objectif, c'est l'aide à la recherche. Pas de façon classique avec de l'apport de fonds, mais avec des compétences d'ingénieur en intelligence artificielle. Je commence à en parler à ma femme, à des proches, à Fabien, à Julien. En fait, je suis en train de chercher des cofondateurs. Il me faut une team qui soit complémentaire, en histoire, en compétences. Alors j'irai chercher notamment Julie, qui est la maman d'un enfant qui s'est envolé. J'irai chercher David, qui est un ultra geek, pour la folie technologique. Et puis j'irai chercher un médecin, un psychiatre, parce que nos bénévoles ils vont avoir besoin de clés. Ce sera un ami, Gaël. Ensemble, on mature le projet. On contacte l'hôpital de Rennes, on leur présente, ils semblent emballés, on convient d'une date. Ça s'articulera autour du premier objectif, le confort du patient. Concrètement, on va faire des ateliers, on va chercher à faire des moments waouh, c'est ce qui va permettre l'évasion. Il y aura 3 ateliers, un avec des petits robots, on va venir broder des défis, un avec des ballons drones d'intérieur pour s'essayer au pilotage et reprendre un goût de liberté, et puis un avec de la réalité virtuelle pour voyager partout et s'évader. Il nous reste à trouver des premiers partenaires pour nous prêter du matériel pour cet essai. À ce moment-là, je me souviens de Nicolas, un patron de salle de réalité virtuelle à Rennes, que je vais voir. Et de façon opportuniste, je le coince entre 2 portes. Je lui pitch le projet, mais je le fais mal. Et pour autant, Nicolas, il me dit oui. Il me rappelle le soir et il répondra effectivement présent pour la suite. Alors nous voilà le 3 avril 2019. On est à l'hôpital de Rennes, c'est la première intervention. Et les résultats dépassent nos espérances. La magie opère, les effets waouh se produisent, les épaules des enfants se détendent, les parents esquissent des sourires malgré le poids de leur quotidien, les soignants viennent et essaient nos ateliers. Le bilan est positif. On convient avec le CHU de faire perdurer, de mettre en place une convention de partenariat, de mettre un rythme mensuel en place. Alors on recrute des nouveaux bénévoles, on cherche des nouveaux partenaires pour cette fois-ci acheter en propre nos matériels. Et ça marche. Je me dis à ce moment-là que cette approche pourrait répondre à d'autres besoins ailleurs. Je contacte le CHU de Nantes. On envisage une date pour un essai. Le bilan est positif.
Alors, Étienne et Mélanie, à Nantes, prendront le relais, monteront une équipe, on les dotera de matériel. Même histoire dans une troisième ville. Même histoire dans une quatrième ville. Decimola High Tech, c'est maintenant 4 sites. On est fin 2019, on est 9 mois après la création. On est une structure multisite qui s'organise, qui met en place des modes opératoires, développe de l'entraide intersites, crée des premières formations. Dans les formations, il y en a une qui est importante. C'est celle développée par Gaël, notre psychiatre. Je vous disais tout à l'heure qu'il allait apporter des clés à nos bénévoles. Bah oui, parce que notre contexte, il est quand même particulier. C'est une chose de s'approprier nos ateliers. C'en est une autre d'aller les faire à l'hôpital, dans un service de cancérologie pédiatrique, où l'atmosphère est pesante. Certaines fois, pour aller voir des enfants qui sont en aplasie, ça veut dire sans plus de défense immunitaire, ça veut dire qu'il faut prendre des précautions avec la responsabilité que ça amène. Certaines fois, des enfants qui sont en palliatif, dont on sait qu'ils vont mourir. D'ailleurs, il se passe comment le premier regard avec un enfant dont on sait condamné, qui se sait condamné? Il se passe comment le premier regard avec son père, avec sa mère? Comment ils en sortent de ça, nos bénévoles? Ils reviennent une deuxième fois? Je vais vous raconter. En intégrant l'asso, vous allez recevoir la formation psychologique et médicale qui va vous donner les clés. En fait, ça fait peur, mais ce n'est pas bien compliqué. C'est un peu ce que font tous nos soignants tous les jours. La formation va vous expliquer comment gérer vos émotions avant, pendant, après. Elle va vous donner les bonnes infos sur les bons gestes techniques. Peu à peu, pendant l'intervention, la pression qui s'était installée va laisser sa place au naturel. Le temps va s'arrêter. L'effet sera saisissant. Vous vivrez le moment présent. Les jours qui suivent, vous aurez un recul particulier sur le quotidien, sur le travail. Une sensation inhabituelle de sérénité, comme une détox. Certains de nos bénévoles disent qu'ils ne sont jamais aussi objectifs et constructifs dans leur réunion professionnelle les jours qui suivent leurs interventions. D'autres nous disent que le manque de sens qu'ils ont dans leur vie professionnelle se voit ici comblé par ce type d'engagement citoyen et que finalement l'ensemble se rééquilibre. Alors ils vont donner beaucoup d'eux-mêmes et ils vont recevoir énormément de leur côté. Tous ont appréhendé, mais pour tous, ça s'est bien passé. Je reprends le développement chronologique. On était à fin 2019, pardon. On arrive début 2020, vous savez ce qui se passe? On bascule avec la crise Covid. Ça se traduit par la fermeture de tous les établissements. Santé, plus d'intervention. Impossible de rester attentiste. On bascule dans le digital. Et en fait, ça tombe bien, parce que nous, on maîtrise le digital. Alors finalement, sur cette période, au lieu de sauver les meubles, nous, on accélère. On digitalise notre parcours d'onboarding. On digitalise une partie de nos formations. On adopte le fonctionnement full visio pour la gestion de la structure. Et ça veut dire que là, ça lève pour nous au passage la limite géographique pour recruter des bénévoles sur nos fonctions support. À ce moment-là, je me souviens de Julien de Marseille. Julien, je suis touché par son histoire parce qu'il a perdu sa grande sœur quand il était petit d'un cancer. Julien, il apportera son expérience de start-upper. Je me souviens de Thibaut. Thibaut, il part vivre en Allemagne à ce moment-là. Il va continuer à rester impliqué avec des interventions distancielles. Les interventions distancielles, c'est ce qu'on a fait pendant le Covid. On a fait évoluer l'un de nos 3 ateliers, celui de la réalité virtuelle. On a rajouté une brique logicielle qui nous permet de prendre la main depuis nos PC chez nous sur le casque de réalité virtuelle qui est en chambre d'hôpital. Et avec d'autres petits dispositifs, on arrive à recréer l'atelier et on arrive à aller chercher ces effets waouh. Et on tient notre période Covid. On sort du Covid. La région parisienne nous accueille. On met en place un nouveau site à l'hôpital Trousseau. On met en place un nouveau site à l'Institut Gustave-Roussy. Puis c'est le sud-est, avec Lyon, Nice, Marseille. Decimola High Tech, c'est 10 sites. C'est 10 équipes locales qui interviennent dans 10 hôpitaux avec des conventions de partenariat à fréquence régulière. Alors on continue, on va vers 20 sites.
Non, pourquoi? Parce on a atteint le plafond de verre de ce qu'on peut faire en mode bénévolat. Alors il nous faut des premiers permanents. Mais nous, on est une asso de terrain. On n'est pas structuré, on n'est pas organisé pour avoir des entrées financières significatives et régulières qui sont indispensables pour mettre en place des premiers salariés. Alors on tourne le problème un peu dans tous les sens, et puis on finit par lever l'obstacle en faisant deux choses. Une première, c'est de se tourner vers le mécénat de compétences, le prêt de compétences, l'alternance, les stages, le freelance. Et la seconde, c'est d'engager ce qu'il faut pour faire évoluer le modèle économique. Je vous ai parlé de la première activité, le premier objectif, qui est le confort du patient. Je vais vous parler maintenant de la partie aide à la recherche. Alors, elle n'est pas très mise en avant dans nos communications, mais pour autant assez importante. Je vous le disais, l'aide à la recherche, on va y aller, et on y va, d'une façon un peu particulière, pas avec de la collecte de fonds, mais avec des compétences d'ingénieurs en intelligence artificielle, qu'on vient mettre à disposition de chercheurs en cancérologie pédiatrique, qui utilisent ce type d'outils, ce type de procédés, c'est-à-dire des croisements de données à grande échelle, massifs, qui viennent faire un petit peu de prédictif, et donc qui s'appuient sur des algorithmes de machine learning. C'est ça qu'on package derrière le mot intelligence artificielle. L'enjeu de cette démarche, c'est d'apporter une expertise extérieure, mais surtout désintéressée. Alors on signe des accords de confidentialité, parce qu'on est positionné sur des sujets en pointe, sur des sujets innovants. Et alors, c'est un peu la partie invisible de ce qu'on fait. De ce que je peux vous en dire, c'est qu'on travaille principalement avec l'Institut Curie à Paris et l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, en région parisienne. Alors, Dessine-moi la high-tech, pour ces deux activités, confort du patient et à la recherche, c'est 150 membres bénévoles, c'est 5 permanents et c'est des partenaires en or. Demain, c'est un cap de 30 sites. Alors 30 sites, ce n'est pas pour gonfler notre ego. 30, c'est le nombre de lieux où il y a des établissements en cancérologie pédiatrique. Donc en fait, c'est le besoin terrain. C'est ça la cible. Dessine-moi la high-tech aura été ma bouée il y a 4 ans. Aujourd'hui, c'est un bateau qui vogue pour aider. C'est un vecteur d'engagement pour des bénévoles, pour des sympathisants, pour des donateurs. C'est un bras armé de valeurs RSE, de petites, de moyennes, de grandes entreprises et de programmes philanthropiques de fondations. C'est en train de devenir un acteur de référence qui vient mettre des pièces de Spulse. Et c'est une communauté qui serait ravie de vous accueillir. Merci de m'avoir écouté.